Bienvenue à tous et à toutes et merci de votre présence. Mon nom est Jean-Michel Saumur et je suis notaire et conseiller en transfert d'entreprise pour le Centre de transfert des entreprises du Québec. Comme vous le savez, aujourd'hui, on a un excellent webinaire qui est présenté en partenariat avec notre présentateur et commanditaire et co-créateur du webinaire, Dunton Rainville. L'événement durera jusqu'à 13 heures. Le soutien technique va être effectué par Nolwenn et Elodie. Vous n'allez pas les voir, mais il est possible que vous les entendiez à quelques reprises. Bien évidemment, on vous invite à poser vos questions dans la rubrique Q&A et à inscrire vos commentaires dans la rubrique chat. Euh, donc, on a plusieurs invités aujourd'hui. On a Maître Claude Pellerin et Maître Nina Norvik qui vont nous présenter ce merveilleux webinaire. On a aussi l'indice reprenarial québécois qui est sorti récemment, qui démontre plusieurs choses. Notamment qu'il y a une majorité de propriétaires qui veulent vendre ou céder leur entreprise d'ici 10 ans. En fait, on parle d'un total de 6 personnes sur 10 qui comptent vendre ou céder leur entreprise d'ici 10 ans. Puis, pour ce qui est des propriétaires d'entreprises familiales, c'est encore plus élevé, c'est 9 sur 10, soit 87,6 On a un manque de préparation, notamment au niveau de l'identification de la relève. On a 4 personnes sur 10 qui ont identifié une relève, uniquement. Donc, c'est 6 personnes sur 10 qui n'ont pas encore identifié de relève. Et on a aussi, c'est encore plus élevé sur les propriétaires d'entreprises familiales, que eux, c'est 5 sur 10 qui ont identifié une relève, mais encore la moitié qui n'en ont pas trouvé encore. Un transfert en mode express pour tous les types de propriétaires. 6 sur 10 estiment que le processus durera seulement de 1 à 3 ans. Et c'est la même chose au niveau des propriétaires d'entreprises familiales. Donc, j'invite Maître Norvik et Maître Pellerin à présenter ce merveilleux webinaire. Bonjour à tous, je suis associé chez Dunton Rainville. Je suis avocat spécialisé en droit des affaires et on va vous parler aujourd'hui de l'entrée en vigueur de C208 qui permet un transfert intergénérationnel avec des allègements fiscaux. Pourquoi on vous parle de cet article-là? C'est que depuis 1976, en fait, 84.1 empêchait un transfert équitable des actions d'une entreprise opérante au Canada vers les générations futures, en ce que, tel qu'on le sait, tout dividende au Canada est imposable, alors que l'exemption en gain de capital nous permet un crédit d'impôt lors du transfert d'action d'une petite entreprise vers un tiers. 84.1 visait donc à empêcher un transfert libre d'impôt, si on veut, vers les personnes liées, comme on appelle. Pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral, comme je le disais un peu plus tôt, et provincial se sont aperçus que les gens dépouillaient les entreprises de leur surplus, donc soit une façon détournée de sortir l'argent d'une compagnie sans impôt. Voici comment on procédait à l'époque et qui est toujours possible de procéder en fait. Et pourquoi 84.1 avait été mis en place. Donc, on voit qu'il y a une compagnie émettrice opérante qui a vendu des actions, donc une émission à un actionnaire de 5 $. L'actionnaire décide de faire racheter cette action-là par la compagnie à 20 $. Le gouvernement fédéral, puisque c'est une personne liée, considère donc qu'il s'agit d'un dividende à hauteur de 15 $ et le taux de dividende d'imposition d'un dividende est approximativement 38 et un peu plus. Donc, ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on créait, on avait notre compagnie opérante toujours, on avait notre actionnaire qui avait acheté son action 5 $, qui lui le revendait à sa compagnie de gestion pour 20 $ et déclarait à ce moment-là un gain en capital de 15 $. Toutefois, la société se retournait, la compagnie de gestion se retournait et faisait son achat, faisait racheter la dite action pour 20 $ puisque c'était de l'interco. C'était considéré soit comme un dividende interco ou acheté au même prix. Donc, il n'y avait pas de dividende présumé entre les deux, entre la compagnie émettrice et la société de gestion. Toutefois, le vendeur, lui, pouvait déclarer un gain de capital et avait donc droit à son exemption.
Ça a changé puisque maintenant, dans les deux cadres, ça serait considéré aujourd'hui, ou plutôt anciennement, comme un dividende présumé, donc taxable au niveau du dividende. Je veux juste vous rappeler, par contre, que ni moi ni Nina ne sommes fiscalistes, nous sommes spécialisés en droit des affaires, donc nous travaillons avec les fiscalistes de manière à permettre la mise en place de transferts d'entreprise. Donc, on est spécialisé en fusion-acquisition. Donc, comme je vous expliquais, le but du législateur depuis 1976, c'est d'éviter le dépouillement de surplus dans les compagnies. On a des régimes similaires au Québec depuis un certain temps déjà, mais depuis 2016, le gouvernement du Québec a décidé d'accélérer le processus pour les allègements, contrairement au gouvernement fédéral qui, lui, a commencé en 2017 et s'est venu en vigueur seulement l'année dernière. Donc, à quoi ça fonctionnait 84.1? Comment ça fonctionnait? Bon. Donc, c'était pour éviter tout transfert d'une société à une société de gestion. 84.1 ne s'applique pas si c'est un transfert direct à un membre de la famille. Autrement dit, s'il y avait une vente du vendeur A à un acheteur, un être humain B, membre de la famille, 84.1 ne s'applique pas. On va vous expliquer pourquoi. Mais enfin, on va vous expliquer que c'est simplement dans le cadre où il y a une société de gestion qui est mise en place pour procéder à l'acquisition et qui est détenu par un membre de la famille, donc un lien de dépendance qui lui est lié, qui va faire que, à ce moment-là, 84.1 va s'appliquer ou s'appliquer anciennement. Donc, on transfère les actions d'une entreprise opérante à sa propre entreprise. Il y a un gain de capital réputé, mais on le répute comme un dividende. Donc, c'est comme ça que ça fonctionnait. On paierait donc l'impôt sur 84.1. Donc, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, pourquoi ça désavantageait les transferts d'entreprise entre personnes de la même famille? Ben, c'est simplement on considère que les membres de la famille sont des personnes liées sous l'effet de 251 LIR, donc personnes liées au sens de la loi fédérale. Donc, tout transfert qui est fait à une entreprise détenue par un membre de la famille est considéré comme une entreprise liée. Dès lors, 84.1 s'appliquait. Et donc, tout transfert, même si c'est fait à juste valeur marchande et fait de façon respectueuse des lois, quoi que ce soit, c'était considéré donc un dividende à ce moment-là et taxé au plus haut taux. Donc, qu'est-ce que ça incluait, personnes liées? Ça inclut, pardon, la même personne, donc M. A qui a une compagnie de gestion qui détient ses propres actions, ou des membres de la même famille, lien de sang, mariage ou adoption. Maintenant, avec l'entrée en vigueur de 208, il était donc désavantageux, en fait, excusez-moi, il était donc désavantageux. Attendez un peu, je pense que je suis un peu loin. OK. Bon. Donc, il était donc désavantageux pour un entrepreneur de vendre son entreprise à une société possiblement de la famille. Ça impliquait donc des lots de conséquences fiscales. Au niveau de l'enfant, pour l'acquérir directement, personnellement, c'est possible, mais ce n'était pas attrayant parce qu'il y a un coût monétaire important, car l'enfant qui détiendrait les actions devrait payer ou rembourser le prêt, en fait, avec de l'argent sur lequel il paierait un dividende. Donc, pour arriver à rembourser un financement, devrait payer un montant d'impôt assez élevé pour payer le capital et l'intérêt, plus l'impôt qui en viendrait à être payé sur ce dit dividende-là. Alors que pour une GESCO qui ferait l'acquisition, ben, puisqu'on le disait plus tôt, c'est un interco, il n'y a pas de dividende entre les deux. Toutefois, attention, selon le C208, bien que ce soit déductible, on ne pourrait pas fusionner la GESCO avec l'opérante, car la GESCO, l'acheteur doit détenir les actions pendant 5 ans. Donc, il y a un problème. On peut, oui, transférer un dividende pour payer le capital et l'intérêt, mais l'intérêt qui est payé, lui, ne devient pas déductible. Donc, si on regarde ici, on voit que l'imposition de dividende, c'est une majoration de 38 et il y a des crédits d'impôt selon le type de dividende qui sont déterminés ou déterminés, contrairement à un gain en capital qui est généralement libre d'impôt. Donc, le but du fédéral maintenant étant d'éviter la double imposition. Je passe maintenant la parole à mon amie Nina. Bon. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Nina Ménorvé, avocate chez Dunton.
Donc là, je vais vous parler là, en fait, de l'objectif du projet de loi C-208. Donc, comme on vient de voir, la qualification du gain en capital versus dividende est vraiment au cœur du problème en matière là, de disposition des actions dans un contexte familial. Donc là, on a depuis 2015, en fait, que la question du transfert d'entreprise intergénérationnelle a fait l'objet de beaucoup de projets de loi qui visaient là, à répondre aux enjeux là, d'imposition. C'est vraiment en 2017 que, après plusieurs tentatives et des représentations tant de la communauté juridique que des affaires, que le gouvernement canadien s'est dit, bon, c'est le temps de se pencher sur cette question-là. Et c'est donc en 2021 que le Canada s'est engagé à faciliter ce qu'on appelle les véritables transferts d'actions intergénérationnelles, mais aussi par le fait même à protéger l'intégrité du système, du régime fiscal dans son ensemble. Parce que comme on a vu précédemment, il y avait beaucoup de transactions possibles qui permettaient un peu là, de contourner les objectifs. Avec C-208, donc le législateur voulait s'assurer que les entrepreneurs ne soient plus désavantagés quand on décide de vendre à sa famille plutôt que de vendre à des tiers, puisque c'est ça, on voit que les taux d'imposition variaient. En d'autres termes, le fédéral voulait éviter que 84.1 crée des effets néfastes sur le développement des entreprises locales, euh, l'économie canadienne en général, mais surtout sur la, la classe moyenne. Donc, quand on parle de petites entreprises, là, on parle d'entrepreneurs locaux. Donc, on voulait favoriser la- l'économie là, à plus petite échelle, si on veut. Euh, donc, en gros, C-208, comme j'ai dit, vient ajouter une exception, en fait, à l'article anti-évitement qui est 84.1. Et donc, pour permettre là, de, de pas défavoriser ces transferts-là et en même temps d'éviter la, de ne pas payer d'impôts sur les dividendes. Donc, je vais passer à la suivante. Euh, je pense pas que je peux changer de... Ah oui, excusez, ça marche. Oui. Donc, voici là, une première citation qui a été une citation qui date là, en fait du moment de l'adoption du projet de loi. Donc, comme on voit, c'est on- ça permettait aux propriétaires de petites entreprises ou sociétés agricoles ou de pêche familiale de profiter, quand ils veulent vendre leur entreprise à un membre de la famille, du même taux d'imposition qui s'appliquait que si on vendait à un tiers. Donc, comme on va le voir un petit peu plus tard dans les critères, on parle de petites entreprises et aussi de sociétés agricoles ou de pêche familiale, donc qui ont leur propre catégorie en fait de société. Euh, attendez. Ouais. Et là, voici une autre citation qui est un peu plus contemporaine, qui parle en fait encore une fois de l'objectif de la loi. Donc, c'est super important quand on vient interpréter les dispositions d'une loi, c'est de garder en tête quel est l'objectif. Donc ici, c'est ce qu'on essaie de montrer, c'est le, le, l'objectif de favoriser les véritables transferts intergénérationnels. Et comme on va le voir vers la fin, comme tout projet de loi, c'est sujet là, à évolution. Donc, on va voir que malgré qu'on a essayé de résoudre quelques problèmes, on, certaines, certains, certains éléments demeurent sujets là, à précision. Donc, voilà. Donc là, je vais vous présenter les critères d'application. Donc, on voit donc 84.1 euh,
s'appliquait automatiquement du moment que les conditions étaient remplies. Donc, il n'y avait pas, c'était pas, il y avait pas moyen de l'éviter, si on veut. Donc, tout d'abord, le contribuable, donc la personne physique, résidait au Canada, donc en résident canadien, dispose des actions qui sont des immobilisations du contribuable. Donc, on parle encore une fois des actions, c'est les actions de l'entreprise qu'on veut vendre. C'est des actions du capital action d'une société, pardon, canadienne, ou une société en fait résidant au Canada, donc pas nécessairement canadienne, excusez-moi. Et les actions sont acquises par une autre société, donc l'acheteur, donc euh, dans notre cas, ce serait pas nécessairement l'enfant, mais ce serait la société de gestion de l'enfant. Et le contribuable et l'acheteur ont un lien de dépendance. Donc là, du moment qu'on avait un lien de dépendance, l'application de 84.1 s'appliquait. Donc, on va voir plus loin qu'est-ce qu'on vient modifier. Et c'est ça. Donc, on voit que avec 84.1, non, excusez, avec le projet de loi C-208, c'est qu'on vient modifier dans les conditions de 84.1 la condition de dépendance et on dit que les sociétés détenues par les enfants, petits-enfants du vendeur, donc papa, maman, sont âgés de plus de 18 ans et sont désormais inclus dans ce qu'on dit, ne sont plus inclus dans la lien de dépendance. Fait que notre premier réflexe, c'est de dire, bon, les enfants ont un lien de dépendance avec leurs parents. Maintenant, on vient euh, fictivement euh, rompre là, cette, euh, ben, pas cette condition, mais ce critère. Euh, donc, ouais. Au sens là, juste pour rappeler, là, au sens de la loi sur les impôts, les définitions d'enfants, petits-enfants incluent aussi beau-fils, beau-fille, belle-fille, excusez, nièce, neveu, petite-nièce ou petit-neveu. Donc là, je vais juste les repasser. Donc, on parle d'actions admissibles de petites entreprises ou d'actions du capital action d'une société agricole ou de pêche au sens de la loi. Quand on parle là, de, d'actions admissibles de petites entreprises ou encore les AAPE, euh, c'est en fait, ça veut dire que la totalité ou presque, donc 90% ou plus de la valeur euh, établie selon l'Agence du revenu du Canada, les éléments d'actifs de l'entreprise doivent servir à exploiter activement une entreprise au Canada ou à constituer des actions de type de créance. Donc, en gros, il faut que la valeur de ton entreprise serve à faire rouler ton entreprise. Ensuite, euh, euh, le deuxième critère qui est important pour qu'on parle d'actions admissibles, c'est aussi que les actions ne doivent pas avoir été la propriété de nul autre que le vendeur ou une personne qui lui est liée au cours des 24 mois précédant la cession des actions. En gros, ce que ça signifie, c'est que le contribuable, donc le vendeur, doit avoir été le détenteur des actions pendant une période fixe avant la cession. Donc, euh, encore une fois, là, on parle de délai à prévoir. Aussi, tout au long de cette période, plus de 50% des éléments d'actifs de la société doivent avoir été utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement au Canada. Donc, ça revient un peu au premier critère, mais en gros, l'argent, les actifs doivent servir activement à l'exploitation d'une entreprise au Canada. Après ça, on dit la société contrôlée par enfants ou petits-enfants. Quand on parle de contrôle, société contrôlée, euh, c'est une, c'est selon une définition ou une interprétation euh, de jury, c'est-à-dire que la capacité, le contrôle réfère à la capacité de l'actionnaire d'élire les membres du CA. Donc, important à distinguer d'un contrôle, par exemple, de fait ou un contrôle économique qui, dans ce cas-ci, ne s'applique pas. Ensuite, oui, 18 ans et plus, oups, 18 ans et plus, bon, ben, ça va. On parle aussi de ne pas disposer de ces actions pendant une période de 60 mois suivant l'achat. Le gouvernement du Canada est venu préciser, là, après l'adoption du projet de loi C-208, que si l'acheteur dispose de ses actions à l'intérieur de ce délai-là, pour une autre raison que le décès, 84.1 ne s'applique plus.
et que là, le vendeur est réputé avoir disposé de ses actions en faveur de la personne les ayant acquises. Donc là, euh, l'enfant dispose, ben, le parent est réputé avoir disposé de ses actions à la tierce personne. Enfin, le dernier critère pour pouvoir bénéficier là, les avantages du projet de loi de C-208, c'est que le vendeur doit fournir un affidavit attestant de la disposition des actions, en plus d'une évaluation indépendante de la juste valeur marchande des actions. Ça va un peu de soi, mais c'est c'est vraiment pour s'assurer là, que ce soit un réel, pour rencontrer là, l'objectif de réel transfert d'entreprise. On parle d'évaluation qui doit comprendre un calcul sur la valeur des actions, une analyse de l'entreprise, du secteur d'activité, etc. Pour le gouvernement du Canada, en gros, euh, la, si on satisfait aux normes de l'Institut des experts en évaluation d'entreprise, on satisfait aux exigences d'évaluation pour l'ARC. Euh, et donc, euh, le dernier critère là, est rencontré. Fait que là, on voit ici, là, il y a un petit tableau qui résume les possibilités de transfert et dans quel cas ce serait avantageux ou non. Comme on voit, le contribuable étant le vendeur, s'il vend ses parents ou à l'horizontale, donc à la latérale, frères et sœurs, ça ne s'applique pas. On parle vraiment intergénérationnel, donc une génération en dessous, nièce, neveu, fils-fille, beau-fille, belle-fille, et etc. en descendant. Euh, donc voilà, je vais passer la parole à Claude qui va résumer. Claude, on n'entend pas. Excusez-moi. Donc, merci Nina. Ce que je disais, le gouvernement fédéral est donc venu régler une partie de l'iniquité fiscale en lien avec les transferts d'entreprises et on tente de favoriser donc un maintien des entreprises canadiennes entre les mains des résidents et citoyens canadiens et non une vente à des tiers étrangers, entre autres choses, et aussi à des tiers non membres de la famille. Donc, maintenant, il peut être déductible si on respecte tous les critères de C-208 que la déduction en gain de capital d'un individu, parce que ça ne s'applique pas à une fiducie. Donc, souvent, on entend parler des planifications fiscales de type papillon ou butterfly et gel successoraux, de façon à permettre justement de multiplier soit l'exemption en gain de capital ou permettre une transition ou une acquisition de l'entreprise. Toutefois, ici, il y a une problématique. Donc, comme on dit un peu plus tôt, le régime fédéral et provincial ne s'entendent pas ou ne sont pas harmonisés pour l'instant. Donc, ça peut être catégorisé. Donc, une transaction que vous feriez aujourd'hui avec vos enfants peut être catégorisée au niveau fédéral comme un gain en capital, alors qu'au provincial, ça peut être catégorisé comme un dividende. Donc là, on se ramasse dans une situation où un double régime, si on veut. Bien entendu, si vous aviez une exemption en gain de capital et seulement un dividende au provincial, le taux d'imposition serait quand même plus bas que celui qui serait sur un dividende des deux côtés. Autre chose, comme on l'a expliqué un peu plus tôt, il y a une problématique au niveau d'une acquisition via une société avec suivi d'une fusion. Pour l'instant, on considère, l'ARC considère, même anciennement considérait que ce n'était pas possible de déduire les intérêts et de procéder de cette façon-là pour les membres de la famille. Donc, pardon, donc, on veut aussi répéter que dans le cadre d'une vente, ça doit être fait par l'individu et non donc pas par une fiducie. Donc, si on avait une structure fiscale avantageuse où on avait mis en place une fiducie, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc, lors des conférences qui ont eu lieu à la Chambre des communes sur le projet de loi, déjà le ministère des Finances avait soulevé certaines restrictions, certaines craintes par rapport aux possibilités d'évitement ou de transfert des surplus libres d'impôts. Donc, ce que le gouvernement fédéral a décidé suite à l'adoption du dernier budget et l'adoption de la loi,
c'est que à partir de 2024, il y aura des modifications à C208 afin de restreindre ou plutôt contrôler, si on veut, les transactions parce que ce qu'on avait à craindre, c'était un petit peu ce qu'on avait défini au départ dans notre présentation d'aujourd'hui, c'est la mise en place d'une société qui, en fait, n'est qu'un paravent qui sert à sortir des sommes de la compagnie et que le parent qui, lui, demeurait, contrôlerait la société toujours par en arrière. Donc, ce qu'on désire, c'est donc que le parent cesse de contrôler l'entreprise. Donc, si on avait notre OPCO, le parent devrait cesser de contrôler l'entreprise, ce qui va être un problème lors de transferts intergénérationnels, surtout dans le cadre où on a des enfants qui n'ont pas été impliqués dans l'entreprise, dans la gestion de l'entreprise. Donc, je donne un exemple, un parent qui aurait la soixantaine qui désire de vendre à son garçon qui a une quarantaine d'années, 45 ans, ou à sa fille, une mère aussi voudrait vendre. On pourrait se retrouver dans une situation où l'enfant n'a pas l'expérience requise en gestion de cette entreprise-là. Donc, le parent devrait demeurer à gérer l'entreprise et donc contrôler la dite entreprise pendant une certaine période. Bon, on comprend qu'on peut avoir un transfert sur une certaine période de 10 ans, ce qui est possible. Encore là, je vous référerai à vos fiscalistes et comptables pour vous assurer que la planification que vous allez faire, vous allez respecter l'esprit de la loi. Donc, autre chose, on ne peut pas avoir une transaction où l'enfant acquiert et, dans le fond, continue à être dentiste, avocat, jardinier ou quoi que ce soit, mais ne s'implique pas dans l'entreprise. Donc, si on prend un enfant, je pense que c'est important que l'enfant, dès son plus jeune âge, commence à s'impliquer dans l'entreprise, pour savoir s'il a le goût de travailler dans ce type d'entreprise-là et faire ce que son père a fait ou sa mère a fait. C'est très important parce que c'est pas simplement acheter une entreprise, il faut que l'enfant s'implique. Ça veut dire qu'on doit gérer l'entreprise, travailler dans l'entreprise, développer l'entreprise, faire des ventes, tout ce qui vient avec. Donc, aussi, la société qui est une société acheteuse ne doit pas être une coquille vide. Autrement dit, on ne s'organise pas on achète, transfère les actions, on rachète les actions de cette compagnie-là, puis là, la compagnie qui est une acheteuse demeure avec des actions qui n'ont plus aucune valeur ou n'a plus d'actions du tout. Donc, on viendrait contrevenir à la loi. Donc, après le transfert, l'enfant demeure toujours ayant un contrôle dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on désire faire à partir de janvier 2024? C'est donc un véritable transfert des intérêts économiques de l'entreprise qui a été acquise, réel transfert de la gestion de l'entreprise. Il peut y avoir il doit y avoir un maintien du contrôle de l'entreprise et une participation active d'enfants, petits-enfants dans l'entreprise suite à l'acquisition. Ces critères-là sont inspirés de ceux qui sont applicables au Québec actuellement. Ils sont donc similaires, mais ce n'est pas exactement les mêmes critères parce qu'il y a des délais. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire avec C208, modification de C208? Bon, on a le transfert du contrôle d'entreprise. Donc, ça doit être immédiat et de fait. Le transfert des actions doit être fait sur une période maximum de 36 mois. Ça, c'est un transfert d'entreprise immédiat, donc on calcule 3 ans. Et on a le transfert 5 à 10 ans, qui est un transfert progressif. On a aussi le transfert des intérêts économiques dans l'entreprise. Donc, les actions ordinaires, si on veut, ou les actions votantes participantes doivent être transférées dans un délai de 36 mois. Il doit y avoir un contrôle de fait. On peut avoir un transfert dans les 10 ans. Transfert de la gestion d'entreprise, la même chose. Donc, on a un certain délai quand même, là, comme on le démontre, puis un contrôle de juré de la société. Vraiment, l'enfant est en contrôle de cette société-là et non plus le parent qui a vendu. Autrement dit, l'enfant ne devient pas un poteau, comme on dit en québécois. Donc, l'enfant doit vraiment être impliqué dans l'entreprise. Pardon. Donc, les propositions, c'est une règle aussi qu'on a rajoutées, ce sont des règles cumulatives d'exonération de gain en capital pour les transferts subséquents. Attention, si on se retrouvait dans une situation où l'enfant est un poteau, autrement dit, on a fait une transaction simplement pour sortir les surplus de la société, ben, le garçon, la fille qui aurait acheté serait responsable de l'impôt supplémentaire à payer que l'auteur de la vente aurait dû payer. Autrement dit, si le père, la mère aurait vendu, aurait payé un dividende au lieu d'une exemption de gain de capital, ben, l'enfant serait tenu responsable lui aussi de ces choses-là. Bon. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On va provisionner les gains pour un capital sur une période de 10 ans pour les véritables transferts intergénérationnels, donc permettre, selon nous, de multiplier l'exemption s'il y a des transferts subséquents sur une période de 10 ans. Attention, par contre, pour tout ce qui est fait, on pourrait dire en fraude de la loi,
on veut s'assurer que les délais de prescription seront augmentés. Donc, délai de prescription de 3 ans pour les transferts immédiats et 10 ans pour les transferts progressifs. Donc, qu'est-ce qui différencie le Québec, encore une fois, du reste du Canada ou du fédéral, en fait? Ben, c'est les notions de contrôle. Donc, chez le fédéral, on parle d'une période, pendant une certaine période. Au provincial, on est beaucoup plus strict, c'est 30 jours. Détention des intérêts économiques, pardon, ça a changé. Le vendeur, donc on réduit progressivement l'intérêt financier du parent, parce qu'on peut comprendre que le parent va demeurer avec un certain nombre d'actions dans l'entreprise. Surtout quand on fait un gel successoral, on va geler la valeur de l'entreprise pour permettre aux enfants d'acquérir des actions pour avoir des actions de valeur ajoutée. Mais selon nous, C208 permettrait justement ce rachat-là dans le cadre d'une planification. Donc, il y a différents, comme je vous dis, critères. C'est très limitatif, là, ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui. Là, on ne voulait pas faire un cours de droit fiscal ou de fiscalité, là. Mais vous expliquer surtout que C208 permet effectivement une nouvelle planification et la possibilité, avec vos comptables fiscalistes ou avocats, notaires, de planifier le transfert à vos enfants. Ceci étant dit, c'est bien beau, c'est 208, c'est bien beau que les critères vont être harmonisés entre le fédéral et le provincial. L'important, c'est quand devons-nous impliquer nos enfants dans notre entreprise. Je peux vous dire qu'impliquer des enfants qui, en règle générale, sont déjà en train d'avoir un emploi, une profession, un travail depuis une vingtaine d'années à l'extérieur de votre entreprise, c'est pas une bonne idée. En ce sens que ces enfants-là risquent de se retrouver dans une situation où ils ont peu d'intérêt ou pas d'intérêt du tout de changer de travail. Ça peut arriver qu'il y a des enfants qui ont toujours rêvé de travailler avec papa-maman. Moi, je peux vous dire que mes enfants n'ont aucun intérêt. Ils ont travaillé avec moi depuis qu'ils sont nés, ils viennent au bureau avec moi depuis qu'ils sont nés, ils ont zéro intérêt. Bon, parce que je voudrais bien leur transmettre dans les clients ces choses-là. Oui, bien sûr, ça a une certaine valeur, mais eux n'ont pas d'intérêt. Mais je le sais aujourd'hui. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire moi? C'est que je vais travailler sur ma succession à l'interne. Je vais travailler avec les gens avec qui je travaille, qui ont de l'intérêt. Donc, oui, c'est pour ça que c'est maintenant que c'est important. Pour les gens qui ont des jeunes enfants, c'est important pour planifier, savoir ce que ces enfants-là ont comme intérêt, planifier leur futur. Et pour ceux qui sont plus vieux, c'est vérifier avant de dire, bon, ben, j'ai pris ma décision que je prends ma retraite dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour ces choses-là? Parce que C208 n'est pas une panacée, c'est une des solutions, mais il faut planifier avec nos fiscalistes, nos comptables, nos avocats. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en phase et en place pour me permettre ces choses-là? Comme on a dit, C208 permet une vente direct aux membres de la famille par le vendeur. Les planifications fiscales successorales, style papillon, ces choses-là, permettent de démultiplier, par contre, l'exemption à gain de capital. Donc, c'est ces choses-là qu'il faut analyser. Est-ce que je vais vendre un tiers à mon entreprise parce que mes enfants ont un peu d'intérêt ou je vais absolument vendre à mes enfants ou est-ce que je peux faire les deux? Donc, c'est tout ça qu'il va falloir regarder. Donc, en vous remerciant pour l'attention portée à la présence, je vous remercie. Maintenant, on va passer aux questions. On arrive maintenant à la période de questions. N'hésitez pas à les écrire dans le chat. C'est la meilleure façon de les poser. Bien évidemment, si c'est des questions qui sont plus particulières, qui touchent vraiment votre situation à vous au niveau de la fiscalité ou au niveau juridique, c'est sûr que c'est mieux d'en parler avec vos avocats et vos fiscalistes qui connaissent très bien votre situation. Donc, ces questions-là ne seront pas répondues par Maître Pellerin ou Maître Nordique. Elle a dit, est-ce qu'on a une première question? Oui. Donc, la première, c'est une personne qui se demande, dans le cas d'un don d'action, est-ce que ça change quelque chose? Ben, un don d'action, c'est quand même considéré au niveau fiscal une transaction. Donc, selon moi, puis je ne suis pas fiscaliste, c'est à vérifier avec votre comptable, mais règle générale, toutes les donations peuvent être taxables, que ce soit un don d'action ou un autre don. Généralement, ça va être considéré comme une transaction, donc une vente. Donc, moi, je vous dirais d'aller valider avec votre comptable. Selon moi, ça va être considéré à la juste valeur marchande par le fiscal. Prochaine question. Pouvez-vous élaborer davantage sur l'impossibilité de bénéficier de l'exonération
en cas de transfert familial si une fiducie est en place? Ben, en fait, c'est assez simple, c'est que la loi prévoit que 84.1 va s'appliquer et C208 s'applique dans la vente d'un individu par un vendeur et non une fiducie. Une fiducie est un patrimoine d'affectation. Donc, les actions n'appartiennent pas à un individu, que Claude soit fiduciaire, bénéficiaire d'une fiducie. C'est comme un sac. Les biens sont dans le sac, les fiduciaires contrôlent, mais ne sont pas propriétaires. Donc, puisqu'ils ne sont pas propriétaires et que ça doit être un vendeur, donc on parle d'un être humain, ça ne s'applique pas. Sous réserve que le gouvernement fédéral et provincial changent leur fusil d'épaule et décident que ça s'applique dans le cadre d'une vente par une fiducie. C'est pour ça que généralement, d'une façon ou d'une autre, quand on veut multiplier l'extension à gain de capital, ben, on s'organise pour que les actions de la compagnie opérante soient transférées pré-transaction ou que le bénéfice soit transféré entre les mains des bénéficiaires. Là. Ça, encore là, je vais laisser ça aux fiscalistes de vous expliquer en plus en long et en large là, les rouages de ces choses-là. Là. Prochaine question. Je ne sais pas si c'est un peu trop précise, mais vous me direz. C'est si je comprends bien cette nouvelle loi, il n'y aura pas d'impact et de différenciation si je transfère à ma fille et à un employé clé, puisqu'elle serait traitée de la même manière fiscalement parlant. Oui et non, en fait. Oui, au niveau de l'exemption à gain de capital, si on transfère, exemple, si on avait une situation, on va prendre un exemple, il faudrait qu'on analyse la question si les deux employés ou la fille et l'employé étaient tous les deux actionnaires de la compagnie de gestion. La question serait, l'enfant, si elle revend, elle, ses actions dans le délai de 5 ans, à un tiers ou même au partenaire, comment le fiscal va l'appliquer. Si on avait deux compagnies de gestion, je vous dirais que oui, ça va être égal, sauf bien sûr les critères caractériels pour l'enfant dont on a discuté. En théorie, devrait s'appliquer effectivement, sauf qu'on doit respecter les critères là, de détention, ces choses-là. Alors que si on vendait un tiers, ben, le tiers peut acheter aujourd'hui et revendre demain. Il n'y a personne qui peut l'empêcher de faire ça. C'est là où il y a une différenciation. Là. C'est vraiment une question de fait. Il faudrait analyser, voir est-ce que si, parce que ça arrive souvent, ça, je veux dire, on a deux personnes qui vont acheter, on s'entend bien, ça va bien, on a une convention d'actionnaire. 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, la chicane est prise, là, qui rachète qui? Ça va peut-être avoir un impact là, au niveau de ce que le gouvernement va considérer là, comme les critères de détention, ces choses-là. Là. Ensuite, si je verse un dividende à un enfant qui travaille déjà dans l'entreprise, est-ce que cela affectera l'exception? Non, ça, c'est deux choses différentes. En fait, le dividende qui travaille, il y a eu des règles qui ont été mises en place il y a quelques années de cela au niveau du versement de dividendes interfamiliaux. Le gouvernement a considéré qu'il fallait que les enfants soient impliqués un certain nombre d'heures et certains critères dans la société pour qu'ils aient le droit au petit taux, comme on appelle. Mais ça n'a pas de lien avec la vente de l'entreprise comme telle. Là. Ça, c'est simplement un partage de bénéfices. Et c'est pour ça aussi qu'on met souvent une fiducie en place et que là, on va monter le dividende en haut. Et là, on va le distribuer par les membres de la famille. Et là, ça va être, bon, les critères vont s'appliquer à qui travaille pas dans la société. C'est quoi le taux d'imposition au niveau du dividende à ce moment-là. Donc, ça n'a pas de lien avec la vente comme telle des actions parce que ce n'est pas une transaction, un versement de dividende. Les actions demeurent toujours entre les mains de l'enfant. Il n'y a pas de vente. Parfait. Prochaine question. Que fait-on dans le cas où il n'y a pas d'incorporation? Dans quel sens pas d'incorporation? Que l'acheteur n'est pas incorporé? Ça ne Je fonctionne sais. pas, là, il faut. Allez-y, il a dit. Ouais, ben, il n'y a pas plus de précision, mais peut-être si la personne veut Ben, écrire dans le chat ou le Q&A. je présume que c'est dans le cadre d'une acquisition directement par l'enfant. Ben, si c'est directement par l'enfant, 84.1 ne s'applique pas de toute façon. Donc, oui, on peut acheter juste de valeur marchande, il va être traité comme si c'était un achat avec l'exemption en gain de capital. Attention, le problème, c'est comment on va se financer. J'ai la Moi, précision. Oh, excuse-moi. oui, vas-y. La personne a dit c'est le vendeur qui n'est pas incorporé. Ben, le vendeur n'est jamais incorporé. En fait, le vendeur doit être un individu, personne physique. C'est Je pense 84. que la précision ici, Claude, c'est que souvent on a des entreprises où ils sont plus comme un travailleur autonome.
Et dans ce Ah, cas-là, ben ce là, serait probablement des ventes c'est une d'actifs. vente d'actifs. C'est pas une vente c'est pas une vente d'action. C'est une vente d'actifs, puis là, c'est généralement fait à juste valeur marchande et plus TPS TVQ. C'est une transaction d'actifs, là. C'est pas une vente d'actions, donc 84,1, ça fait pas. L'autre règle. Ensuite, les changements projetés en 2024 seront-ils rétroactifs? Ça, on ne le sait pas encore. Faudrait vérifier si c'est rétroactif. Là. Je ne peux pas vous dire si, il y a un mémo là-dessus au niveau de l'application, si ça va s'appliquer aux transactions qui ont eu lieu. Il faudrait qu'on fasse cette vérification-là. Honnêtement, je n'ai pas fait la vérification pour voir si l'application va être rétroactive. Je présume généralement qu'on a des clauses grand-père en matière fiscale, mais ici, il faudrait valider parce que je vous dirais que ça peut changer de tout en blanc. Mais c'est certain que l'esprit de la loi va demeurer si la transaction qui a eu lieu en 2023 n'avait qu'un seul et unique but, c'est d'éluder le paiement de l'impôt. Je peux vous garantir que même si ce n'était pas prévu, que le gouvernement canadien va revenir dedans. Prochaine question. Si je verse un dividende à un enfant, en parenthèse relève, qui travaille déjà dans l'entreprise, est-ce qu'il y aura un impact sur l'exception à la règle C208? Non, comme j'ai dit un peu plus tôt, le versement d'un dividende n'a pas de lien avec C208. L'action est détenue par l'enfant personnellement, elle reçoit un dividende personnellement, il est imposé lui. Et la question de verser un dividende à un enfant est toujours la même chose. C'est est-ce qu'il est impliqué dans l'entreprise et à quel niveau? Le fisc a décidé de mettre en place des règles à une certaine époque, là, il y a quand même quelques années de cela, à cause que justement, les gens, ce qu'ils faisaient, c'était du transfert de dividendes aux enfants. C'était assez simple. Il donnait des dividendes à des enfants de 12 ans, puis les enfants de 12 ans encaissaient le chèque, ils donnaient ça à papa. C'était la façon de faire. Parce que le taux d'imposition des enfants était beaucoup moins élevé que les parents au niveau du dividende. Le provincial puis le fédéral ont dit non, c'est terminé ce jeu-là. Il va falloir que les enfants soient impliqués dans l'entreprise. Donc, même les enfants de 40 ans devraient être impliqués dans l'entreprise. Donc, moi, je suis avocat. Si mon père a un garage ou une entreprise, puis je ne m'implique pas, puis il me verse des dividendes, ben, je vais être taxé au plus haut taux. Mais ça n'a pas Ensuite, rien avec ces 208. parfait. Qu'est-ce qu'une participation active? Bon, ça, il y a des critères au niveau du fisc. Faudrait vous les définir, mais encore une fois, c'est toujours une participation active, c'est travailler plus de 20 heures en général dans une entreprise. Puis là, la question au niveau de la gestion, ça va être à définir par le fédéral. Je vous dis, c'est quoi la participation active que vous considérez? Est-ce que vous considérez que participer dans une entreprise, même si je travaille 40 heures, mais je balaye le plancher, c'est suffisant? Ou il faut que ce soit le mind and management qu'on appelle en anglais pour gérer l'entreprise? Encore là, on n'a pas les critères requis. Ça va venir avec le temps. Là, il va y avoir des définitions des critères. On pourrait regarder au Québec ce qu'ils en font, mais généralement, c'est prendre une part active dans l'entreprise. Donc, c'est quoi la part active dans l'entreprise? Ben, c'est ça. C'est quoi? C'est une participation régulière, continue importante, travail 20 heures par semaine dans une partie de l'année au cours de laquelle l'entreprise est exploitée et remplit des critères, par exemple. Mais encore là, comme je vous dis, au niveau on parle de gestion, de transfert intergénérationnel. Est-ce que je transfère ça à mon gars qui balaye, mais j'ai un président de compagnie qui est un de mes amis, ça rentre-tu dans le critère ou pas? Je ne le sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire exactement où le gouvernement va trancher et comment va le mettre en place là, au niveau clair et défini. Super. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Ah, je vois qu'il y en a un autre qui est rentré. Quand est le meilleur moment pour vendre mon entreprise? En fait, la vente d'une entreprise, je vous dirais, ça débute la journée que vous avez commencé. Aussi bête que ça. Ça se planifie. Les gens, malheureusement, ne planifient pas leur relève, attendent toujours à la dernière minute, comme on l'a vu avec Jean-Michel qui nous a expliqué au début. Les gens attendent à la dernière minute, pensant que la journée qu'ils vont être prêts à prendre leur retraite, puis prendre votre retraite, ça peut être aussi tomber malade. Si vous n'avez pas planifié votre retraite, que vous n'avez pas déjà travaillé avec soit des employés clés, soit avec vos enfants, en leur expliquant, travaillant, les impliquant dans l'entreprise, vous assurez que vos enfants ont de l'intérêt ou
vos employés de l'intérêt, vous allez vous retrouver à un moment donné peut-être pris à court de temps. Donc, il s'agit de planifier. Puis ça, c'est toujours la même chose. Les gens ont une tendance à dire, je roule ça à vague, ça va bien, j'ai trop de travail, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Quand je vais être rendu à la vente, ben, je m'engagerai un courtier, puis je vais en mettre en vente, puis ça va se vendre, puis ça vaut tant, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend du temps avant une entreprise. Il faut l'aimer, il faut la cajoler, il faut la structurer. Il faut s'assurer que lorsqu'on va la vendre, on va avoir des acheteurs. Parce que c'est toujours beau de dire, je veux une entreprise à vendre, je veux la vendre, mais c'est comme une maison. Si je n'ai pas d'acheteur, je ne la vendrai pas. Donc, qui va être mon acheteur? Ben, c'est plus facile de la garder dans le giron familial ou parmi notre équipe qu'essayer de trouver un tiers. Ça, c'est toujours comme ça. Donc, puis ça se planifie, comme je dis. Donc, dès le début, on commence à penser à quand est-ce que je vais en vendre, puis comment je vais la vendre. On a une question que c'est un suivi du don d'action. La personne dit, je comprends votre dernière réponse, à votre dernière réponse qu'il y aura de l'impôt à payer. Est-ce que la facture fiscale peut être payée par l'enfant? Ça, c'est une bonne question. Il faudrait vérifier. Possiblement que oui, mais attention, il faudrait que je vérifie la question des dons avec contrepartie. Je ne suis pas certain, en vertu du Code civil, que c'est valide. Donc ça, je ne pourrais pas vous répondre tout de suite parce qu'un don, règle générale, c'est supposé être c'est pas conditionnel. Ou du moins, ça ne devrait pas l'être. Il faudrait que je vérifie la question des dons avec contrepartie. Je ne suis pas certain que c'est valide en vertu du Code civil. Donc, ça, c'est une bonne question, mais je ne pourrais pas vous répondre maintenant parce que dans le fond, ce que vous allez faire, c'est une transaction. Vous vendez vos actions à une pièce, mais elle paye la facture d'impôt qui est peut-être de 100 000. Donc, je ne suis pas certain, moi, que c'est un don au sens de la loi, là. Donc, c'est à vérifier. Ensuite, pour une très petite entreprise, recommanderiez-vous de faire la planification fiscale par un CPA, un fiscaliste ou un avocat comme vous qui n'est pas fiscaliste? Ben moi, je vais toujours vous référer à un fiscaliste, première des choses, parce que, bon, ce sont des gens qui en font tous les jours. Vous voyez peut-être pas les rapports fiscaux qui sortent à tous les jours, mais moi, j'en vois régulièrement des décisions fiscales. La loi change régulièrement. La loi, elle a à peu près 6 pouces d'épais, ça devrait ça d'épais, le livre, là. Ça, c'est au provincial, puis ça, c'est au fédéral. Donc, imaginez quelqu'un, quand vous voulez faire un planning, une planification, une transaction, moi, je peux travailler. Je travaille avec des fiscalistes, là, ça fait plus de 30 ans que je fais ça, là, maintenant. Donc, j'ai quand même une certaine expérience au niveau de comment on travaille et comment on va faire ça. Mais le day-to-day de comment on va gérer les changements fiscaux. Et c'est aussi une chose importante, c'est quoi votre situation personnelle? Moi, je ne la connais pas. Le comptable, il y a des chances qu'il la connaisse. Le fiscaliste va la connaître parce qu'il va travailler avec votre comptable, avec votre avocat, votre notaire. C'est une équipe, ça. On travaille ensemble pour planifier ça. Il y a des gens qui ont des enfants qui sont handicapés. On va mettre en place une fiducie pour l'enfant, au bénéfice de l'enfant. Donc là, il y a des règles fiscales particulières qui s'appliquent. Il y en a d'autres, ça va être des fiducies au bénéfice du conjoint. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est pas simple. Donc, on fait une planification. Puis, si c'est une petite entreprise, généralement, ça ne sera pas très complexe. Plus l'entreprise va être grosse, plus avoir une valeur intrinsèque importante. S'il y a des immeubles, beaucoup d'amortissements sur les biens immeubles, des opérations, ça peut devenir plus complexe. Donc, ça dépend comment on va le faire. Moi, j'ai des dossiers où on a fait, dans 3 ans, 3 planifications. J'en ai d'autres, ben, ça a été aussi simple que, bon, on va simplement transférer l'entreprise au propriétaire actuel, on va créer un holding, on va vendre la compagnie, puis on va créer une petite fiducie familiale, puis ça va être aussi simple que ça. Pour regarder votre situation personnelle. Regardez qu'est-ce qui s'applique dans votre cas. On a une question qui demande avec quels experts dois-je commencer le processus de transfert? Puis ça me fait penser, vous pourriez peut-être parler, Monsieur Maître Pellerin, de la différence entre votre rôle, celui d'un fiscaliste, comment vous interagissez ensemble. Bon, ben, généralement, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, dépendant avec quel professionnel vous travaillez habituellement. Moi, je dirais que dans le cadre d'un transfert d'entreprise, vous allez commencer par parler avec votre comptable, parce que ça, c'est la personne qui va vous coûter le moins cher, puis qui vous connaît le mieux. Parce qu'il vous connaît vous, connaît votre femme, très souvent votre conjoint.
vos enfants, parce qu'il fait l'impôt de vos enfants, votre entreprise. Donc, il y a le portrait financier global de votre vie. Puis là, vous allez pouvoir lui expliquer, bon, moi, j'ai l'intention de vendre mon entreprise dans quelques années, je veux faire ça de telle façon, qu'est-ce que tu en penses? Là, lui, il va travailler. Il y en a qui ont la capacité de le faire, des comptables qui sont fiscalistes, d'autres ne sont pas fiscalistes, mais qui en font quand même des planifications simples. Et là, après ça, il va travailler avec des juristes comme moi, comme Nina, avec des notaires aussi, pour la structure légale. Parce que nous, notre travail, c'est la pensée juridique qui en arrière de ça. C'est qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place? Les obligations, les contrats, les façons de faire, les étapes qu'on doit suivre pour que légalement, ça se tienne. Les gens pensent que demain matin, on fait une transaction, ça se fait tout seul. Non, non. Non, il peut y avoir plusieurs étapes à suivre pour arriver au résultat. Donc, moi, je vous dirais, parlons avec votre comptable. Vous pouvez parler avec votre avocat, mais il va vous dire la même chose que moi. Il va dire, parlons avec ton comptable, dans toi, est-ce que ça fait du sens, puis comment ça va faire du sens. Parce que moi, j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai vu des gens qui se sont fait donner des entreprises qu'on appelle des successions, des planifications successorales. 2 employés reçoivent des actions ordinaires de la compagnie. Monsieur gèle sa valeur. Donc, ce que ça veut dire, c'est monsieur va se faire racheter par la compagnie avec les profits pendant tant de temps, mais monsieur garde le contrôle pendant tant de temps. Mais au bout de 2 mois, les 2 employés qui travaillaient avec lui depuis 15 ans avaient démissionné et étaient partis. Donc, voyez-vous, tout peut arriver. Donc, il s'agit vraiment de regarder qu'est-ce qu'on doit puis comment on doit planifier. Je pense que la meilleure personne à travailler avec, ça va être votre comptable qui connaît votre situation financière. Parce que lui, il va parler de chiffres puis d'impact fiscal. Donc, d'impact de montant à payer d'impôts, s'il y a des montants d'impôts à payer, puis comment on fait pour ne pas payer de l'impôt à la fin de la journée, sans éluder la loi, mais s'assurer qu'on respecte la loi. Puis après ça, moi, mon travail, c'est de prendre ce qu'il me dit en me disant, fais ça de telle façon. Donc, tu passes par Tombouctou pour arriver à Paris. Parfait, je vais te faire ton chemin, on va prendre l'avion ensemble. Ça va bien aller. Donc, on fait le planning ensemble. Puis là, après la fin de la journée, on arrive au résultat escompté qui est de vous assurer une transition harmonieuse de votre entreprise dans les mains d'un employé, d'un tiers ou de vos enfants. L'avant-dernière question, on m'a dit qu'il faudrait faire un mémo fiscal. Qu'est-ce qu'un mémo fiscal? Bien, ça, c'est votre planning de voyage. Ça, c'est le fiscaliste qui va s'asseoir, qui va regarder l'ensemble de votre situation fiscale personnelle, de votre situation fiscale corporative de votre compagnie. Si vous avez une fiducie impliquée, la fiducie est là, va regarder c'est quoi, combien vous avez payé vos actions, combien valent les actions, y a-t-il trop d'argent dans la compagnie, ce qu'on appelle purifier une compagnie. Hein? On va vider la compagnie des argents. Comme Nina disait, pour respecter les critères de la loi, c'est 90% des actifs de l'entreprise doivent servir à son opération. Mais il y a des gens qui gardent l'argent dans la compagnie. Puis il y a des compagnies qui, c'est, règle générale, que de l'argent. Donc, c'est que de l'argent. Exemple, une compagnie de service, de consultation, ben, il n'y a à peu près pas d'actifs pour opérer. Donc, cette compagnie-là pourrait ne pas se qualifier. Donc, le fiscaliste va regarder tout ça, puis il va dire, bon, première étape, on va purifier la compagnie. Là, on a besoin, exemple, de mettre en place une fiducie, on va le marquer, ça va être l'étape 2. Troisième étape, ça va être, bon, il faut mettre une compagnie de gestion aux parents ou aux enfants en place. Après ça, là, on va faire les différentes étapes de vente. Donc, on vend une compagnie, on va vendre la fiducie, on va geler les actions. Donc, pour nous, c'est un roadmap. C'est aussi simple que ça. Avec toutes les étapes qu'il faut qu'on fasse pour que légalement, les étapes se suivent et que ce soit une réalité juridique qui suit. Parce que pour nous, chaque événement est un événement juridique qui est opposable au tiers. Donc, ça, c'est arrivé telle date, telle heure. Telle chose est arrivée telle heure, telle date. Parfait. On continue comme ça. Ça, c'est pour permettre à un vérificateur fiscal d'arriver et regarder l'histoire. On a l'historique complet. Parfait, ça se tient debout. Toutes les étapes ont été suivies. Le résultat est là. Parfait, il n'y a pas de problème. C'est ça le but d'un mémo fiscal. C'est de s'assurer qu'on a la recette pour faire le gâteau, finalement. Une dernière petite question. Vous avez indiqué que la TPS-TVQ s'appliquait à un transfert d'actifs. Est-ce toujours le cas? Oui, parce que si vous avez une entreprise qui opère,
et que c'est des biens taxables, c'est une vente. Je veux dire, au niveau fiscal, quand vous vendez des actifs, vous avez une opération commerciale, vous vendez des actifs, c'est taxable, à part si ce sont des biens exemptés ou non couverts par la TPS TVQ. Donc, il y a des cas, oui, où vous pourriez avoir une vente d'entreprise où il y a des biens qui seraient non taxables, mais la plupart des biens qu'on va vendre, un bureau, un ordinateur, une charrue, un camion, c'est taxable, TPS TVQ. Bon. Là, après ça, est-ce qu'il y a des exemptions en vertu de la loi? Oui, il y a des exemptions en vertu de la loi. Si j'achète 90% et plus l'entreprise, et là, il y a des critères respectés, y a-t-il un bail ou un immeuble, quoi que ce soit, au moins droit d'utilisation, j'ai-tu le droit à l'exemption qui est prévue dans la loi? Oui, c'est possible. Donc là, encore là, c'est une question de fait. En général, par contre, c'est taxable. Est-ce qu'il y a une exemption? Il y en a, oui. Il y a des formulaires fiscaux à déposer. C'est taxable. On a acheté plus que 90% de la compagnie ou ce qui était nécessaire à l'opération de l'entreprise. On a continué l'entreprise. Ça ne sera pas taxable. Mais la règle de base, une vente d'actifs, c'est taxable. Super. Donc, on peut passer à la conclusion. Donc, on arrive à la fin du webinaire. Ben, en fait, on est à la fin du webinaire. On remercie Maître Pellerin et Maître Norvig pour leur temps et pour avoir présenté ce webinaire. Ma collègue Élodie va lancer un sondage de satisfaction dans le Zoom dans les prochaines secondes. Je vous encourage à y répondre. Ça nous aide beaucoup à améliorer les webinaires, puis de façon à les rendre plus fluides, plus intéressants pour vous. Dans les prochaines semaines, on va publier un article sur le blog du CETEC pour répondre à certaines questions qui sont restées en suspens. Pour ne pas le manquer, inscrivez-vous à l'infolette grâce au lien qui va être fourni dans le courriel de remerciement. Donc, je tiens à remercier tous les participants et les participantes pour votre intérêt et votre engagement. À la prochaine. Merci. Au revoir.